Votre mère et moi, on va divorcer. Pleurez pas. Je sais que ça fait mal et que c'est difficile à comprendre. Je sais pas ce que votre mère vous a raconté, mais je vais vous expliquer ma version dans des mots que vous comprenez. Je vois que tu as une jolie poupée. C'est à toi, non? Oui. Dis-moi, tu l'aimes ta poupée? Oui. Oui, tu l'adores. Oui. Ah oui, c'est bien normal. Et si je t'annonçais un jour que tu pourrais plus jamais jouer avec d'autres poupées que celle-là, qu'est-ce que ça te ferait? Je serais triste. Tu serais triste, c'est sûr, parce qu'il y a un tas d'autres poupées dans ta chambre. Sauf que si tu joues avec les autres, tu pourras plus toucher à cette poupée-là, même si celle-là veut plus jouer avec toi depuis un bout de temps. Au fond, vous vivez dans le déni. Il y a d'autres poupées qui te plaisent. Chaque année, il y en a des nouvelles sur le marché. Tu veux une hôtesse de l'air? Ouais. Ou bien une poupée serveuse légèrement grassouillette? Ouais. Ou encore une poupée qui est en fait la meilleure amie de cette poupée-là? Oui. Ah oui, ça vous plairait. Ouais. Ou une avec laquelle vous jouez une fois et revoyez jamais. Ouais. Ou disons que votre ami joue avec une poupée un soir, et il a besoin de vous pour que vous veniez vous occuper d'une autre poupée. Vous en aviez pas envie, mais vous dites oui, parce que votre ami s'amuse et vous voulez pas rester là et laisser l'autre poupée toute seule. Ouais. C'est pour ça que votre maman et moi, on divorce. Donc, un autre élément important, très important d'ailleurs, et j'attire ton attention, c'est si tu n'as pas encore eu une certaine forme d'expérience profonde et sombre avec les femmes, il te sera difficile de discerner et de comprendre ce que je veux dire. De quoi je fais allusion? En fait, c'est que il n'y a que vraiment les plus expérimentés, hein, c'est ce qu'on appelle les blessés de guerre qui sont guéris, qui vont comprendre cela. En fait, c'est quoi? La mère célibataire a déjà un vécu. Elle a déjà aimé un homme, un autre homme avant toi, le père de ses enfants. Sa vie est déjà derrière elle. Et c'est en général une femme qui a déjà perdu le côté naïf qu'on adore voir chez les filles en général. Et c'est triste de le dire, hein, parce que nous les hommes, ce qu'on aime chez les femmes, c'est leur côté léger, leur côté innocent, le côté naïf. Oui, je sais que ça va choquer les féministes hystériques, mais comme je l'ai dit avant, la nature s'en fout de ton état émotionnel ou bien de ton côté moral. On veut qu'une femme soit facile à vivre. C'est ça le côté naïf. Mais les femmes émotionnellement immatures et instables et totalement déglinguées ou bien dysfonctionnelles vont te dire, ah, moi, je ne suis pas naïf, hein. Qu'est-ce que tu vas croire? Tu vas croire que tu vas me manipuler, mais justement, tu es en train, justement, en disant cela, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle se met les bâtons dans le roues. Elle se met les bâtons dans le roue. Elle est en train d'ôter ses chances de pouvoir rencontrer un homme de haute valeur. Nous, on aime ça, c'est ce côté naïf, une femme facile à vivre. On veut une partenaire de lutte, partenaire for fight. On veut une femme forte à l'extérieur pour résister à d'autres hommes, mais devant soi, on attend d'elle sa légèreté. Une femme qui t'aime est une femme qui te rend la vie facile sur tous les plans. À partir du moment où elle commence à poser des conditions, où elle commence à douter, cher ami, je te conseille de prendre tes clics et tes claques et de commencer déjà à te préparer pour la sortie, pour la rupture. Une femme qui commence à te mettre des conditions, oh j'aime pas ceci, oh il ne faut pas aller comme ça, oh il faut faire ceci, oh non, laisse tomber. C'est une femme qui commence déjà à perdre son amour. C'est déjà une femme endommagée, non récupérable. Il n'y a pas d'autre secret. Je répète, une femme qui t'aime est une femme qui rend ta vie facile sur tous les plans. Ceci n'est possible qu'à partir du moment où elle garde en elle cette naïveté. À quel âge cette naïveté s'exprime le plus? Eh bien, en général, c'est lorsque elle est jeune, aux alentours de quoi? 18,
18-23 ans et qu'elle n'a connu, et si d'ailleurs si elle n'a connu aucun autre homme, c'est encore l'idéal. Et ce qui se passe, c'est qu'avec l'âge, une femme qui a connu des séparations difficiles, trop d'expérience avec les hommes, donc trop de points de comparaison, donc risque des sécrétions d'ocytocine insuffisant lorsqu'elle est avec toi, donc incapacité de s'attacher à un homme, donc naturellement, elle sera plus enclin à divorcer. Elle va accoucher, elle va se retrouver à élever un enfant sans la présence masculine. Elle va devoir jouer le rôle du père qu'elle ne comprend même pas la nature. Et tu comprends que ces genres de femmes devient à la longue ce qu'on appelle une femme cynique. Va voir sur Google c'est quoi, ce que ça veut dire cynique. Et toi qui veux te mettre en couple avec ces genres de femmes, tu vis avec une femme qui a déjà un vécu, qui a eu une charge émotionnelle lourde. Et elle est déjà cynique. Et une femme cynique manifeste toujours de la méfiance sur toute démarche sérieuse de ta part. Et à chaque bonne intention de ta part envers elle, eh ben, elle devient très sceptique. Pourquoi? Parce qu'elle doit toujours comparer ton action, ton comportement, tes sentiments par rapport à ses relations passées. Ces relations ratées, ces relations foirées, ces relations échouées. Et tu verras que ces genres de femmes restent toujours dans la prudence. Le genre de femmes qui te disent que, ah, généralement, tu entends ces genres de phrases, je ne dois pas trop m'ouvrir pour éviter d'être blessé. Ou les gens de femmes qui te posent des conditions. Ah, si tu dois faire ceci, ou bien si tu fais encore ceci, je vais partir. Ah, si tu fais encore cela, ou bien si tu oses encore toucher ou bien faire cela, ben, je vais me bloquer pour me protéger parce que je ne veux pas que tu joues avec ma fragilité ou bien ma vulnérabilité. Cher ami, quand tu sors avec ces gens de femmes, sache que c'est une femme émotionnellement, mentalement, psychologiquement endommagée, qui ne te considérera jamais comme son premier choix. Pire encore, si c'est une mère célibataire a déjà un vécu avant toi. Être enceinte, elle a vécu avant toi. L'emmener pour la première fois à l'hôpital ou à la clinique pour accoucher, elle a déjà vécu avant toi. Sais-tu ce que représente émotionnellement pour une femme le fait de la conduire à l'hôpital pour la première fois? Le fait de voir bouillonner en elle toutes ces hormones qui se mélangent comme un cocktail savoureux, l'adrénaline qui pète le pic, et la dopamine qui s'enflamme, le cortisol qui envoie de la purée, et tu vois la relaxine qui se met en alerte générale pour accueillir le bébé. Et de l'autre côté, tu as, comment ils appellent ça encore, cette hormone-là? Enfin, c'est Dr. Louane Brizandin qui en parle le mieux. Et tu as la progestérone et les estrogènes qui sont qui sont en réconfort pour le maintien et le développement du fœtus, du bébé. Par ailleurs, tu as la prolactine qui est prête à s'éjecter pour commencer à préparer le lait du nourrisson. Tu as les endorphines qui sont là en surface de réparation. C'est un peu comme un match de football. Ça m'a fait rire ce livre. Ça me fait toujours rire à chaque fois que je relis ce livre. Les endorphines en surface de réparation pour se préparer à gérer la douleur qu'elle ressent. Dans tous ces cocktails d'émotions qui est en train de bouillonner en elle, qui lui font traverser les montagnes russes d'émotions. Et ces montagnes russes d'émotions créent de l'intensité. Et l'intensité est synonyme qu'elle est en train de vivre les meilleurs moments de sa vie.
Et si le père biologique est à côté de chez elle, elle associera inconsciemment cette intensité à lui, qui permet à cette femme de traverser le meilleur moment de sa vie. Et crois-le ou non, d'ailleurs même, je te demande de ne jamais me croire, fais tes propres recherches et viens me confronter dans les commentaires. Fais ton expérience et viens me contredire dans le commentaire. Là, on en discutera, pas de problème. Si ce père biologique a une influence sur la mère célibataire que tu es en train de convoiter, ne sois pas surpris qu'un jour d'entendre ou bien de surprendre ta copine ou la mère célibataire que tu fréquentes en train de te tromper avec le père de ses enfants parce que l'intensité qu'elle avait ressentie lors de l'accouchement et qu'elle associait cela au père célibataire qui l'accompagnait laisse une empreinte indélébile à vie dans son esprit, dans son corps. Et cette intensité est ce qui génère du désir sexuel pour autant que le père biologique sache comment s'y prendre pour, tu vois, réveiller, tu vois, cette intensité hein, qui est comme dans un magma. Hein. C'est toujours dans un magma hein, parce que le volcan n'est pas encore en éruption, mais c'est toujours là, en train de bouillonner. C'est des émotions indélébiles qui restent gravées à vie. Et la morale, il ne peut rien contre cela. C'est la nature. Et méfie-toi des mères célibataires qui te disent de ne plus rien ressentir comme désir pour le père de son enfant ou bien de ses enfants. Méfie-toi, oh, je t'ai prévenu. Méfie-toi. Comme je te l'ai dit, la règle est d'or. N'écoute jamais, oh, de ne jamais écouter. Au grand jamais de ne jamais écouter ce qu'une femme te dit, regarde plutôt ce qu'elle fait, analyse ses actions, les incohérences entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait et celle qu'elle ressent, entre ce qu'elle n'a pas dit, mais qu'elle a pensé, mais qu'elle a ressenti, mais qu'elle ne le fait pas, ou bien entre ce qu'elle ressent, mais qu'elle te dit, mais qu'elle ne le fait jamais, ou entre ce qu'elle fait, mais qu'elle n'a pas ressenti, mais qu'elle a fait. C'est là, dans toutes ces probabilités, que se cache la vérité. Donc, de ce fait, tu comprends que traverser avec elle ce moment intense d'émotion, c'était notre homme qui l'a fait avant toi, le père de ses enfants. Et ce n'est pas toi. Mais pourquoi tu te fâches? Ne te fâche pas, ne te sens pas vexé. C'est la vie, c'est comme ça. Change de profil de femme pour vivre en paix. Et les moments les plus beaux de sa vie, tu sais quoi? Les moments les plus beaux, elle a déjà fait avec le père de ses enfants et pas avec toi. Et la pilule rouge ici, que beaucoup d'hommes vagins et ces mères célibataires ont du mal à avaler, et que tu ne remplaceras jamais dans son esprit l'homme qui l'a accompagné à traverser le plus beau jour de sa vie, c'est-à-dire l'accouchement de ses enfants. Le premier homme qui l'a mis enceinte, le premier homme qui l'a tenu la main, le premier homme qui l'a accompagné à la clinique pour aller accoucher, le premier homme dont elle porte l'enfant, toutes ces émotions qui construisent un couple, une union, qui construisent une famille, ça, elle ne le vivra jamais avec toi. En d'autres termes, tu ne seras jamais le premier choix pour une mère célibataire. Tu seras juste relégué toujours au second plan, voire troisième, quatrième ou bien même dernier plan, si elle a plusieurs enfants. Alors qu'une femme célibataire sans enfant t'es choisi, ressent du désir pour toi parce que tu es son premier choix. Les hommes et les femmes mentent, mais je l'ai dit encore, la biologie ne ment pas, ne ment jamais. En fait, la raison qui va faire en sorte que la mère célibataire soit avec toi, c'est parce que de temps en temps, elle veut de la compagnie. Elle veut de temps en temps avoir du sexe. Oui, c'est normal. C'est un être humain qui a des envies. C'est normal. Surtout ici en Europe, en hiver, comme ça, c'est déjà c'est caillant. Tu imagines entre ses préoccupations du bas-ventre seront gelées là.
C'est compliqué. En été, tout est chaud, ses préoccupations du bas-ventre est encore bouillonnant. Comment ça? C'est un être humain, hein? Sinon, elle va finir carbonisée comme ça. Ah non, 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 il faut de temps en temps rafraîchir en bas. C'est normal. Elle a des besoins. Et là où il y a de la canicule, tu t'en doutes bien que son clitomètre est en ébullition permanente et en surchauffe. Donc, elle a des envies. Donc, elle a besoin de toi de temps en temps pour ça. Une autre raison pousse une mère célibataire à être avec toi est simplement l'envie de protection. Parce que une femme seule avec des enfants, c'est pas du tout génial, quoi. Donc, elle veut un mâle à la maison pour ses côtés d'assurance et de sécurité. L'autre raison aussi est que elle veut un pourvoyeur, quelqu'un avec qui elle va partager les dépenses et charges du loyer. Si j'ai oublié de citer d'autres raisons, tu me les dis, hein, mais merci de me les dire dans l'espace euh, commentaire. Tu vois, pour partager les charges du loyer. Bon, je sais que beaucoup de femmes travaillent, assument très bien seules et tout et consorts, mais on sait aussi généralement ici en Occident, vivre seul, c'est dépenser beaucoup. Les, les isolés, les célibataires, se font sodomiser par les impôts ici. Tu peux pas comprendre. Imagine, le couple paye moins d'impôts que les isolés et les célibataires. Ça, il faut le comprendre. C'est la réalité de l'Occident ici. Donc, voilà un peu dans quel rôle tu vas te mettre en t'associant avec une mère célibataire. La connexion émotionnelle avec toi, elle ne l'aura jamais. En tout cas, ce qui est sûr, en tout cas, cette connexion ne sera jamais comparable au, au premier homme, ça veut dire le père de ses enfants. Dis-toi que tout ce qu'elle va faire avec toi, elle l'a déjà fait avec un autre homme avant toi, qui est le père de ses enfants. Et honnêtement, je trouve cela triste. Qui voudrait se mettre avec une femme cynique qui n'a plus cette naïveté, qui a perdu cette naïveté en elle? Pas moi. Ah, pas moi. Ah oui, je l'ai dit, hein, pas moi. Parce que la naïveté d'une femme fait que tu t'amuses avec la personne sans penser aux conséquences. On vit comme des enfants, tu vois. Et c'est malheureux, hein, franchement. Franchement, je trouve cela malheureux, hein, pour certaines femmes, hein. Euh, euh, le malheur des femmes qui ont connu trop d'expérience avec les hommes, au fait, c'est que cette naïveté est ce qui permet au guerrier, au mâle, de venir poser sa tête sur elle comme un bébé, quoi. C'est dorloter, profiter de ce havre de paix et de tranquillité. Or, les femmes qui ont connu trop d'expérience, malheureusement, n'ont plus cette capacité. Et c'est triste. En fait, une femme naïve, et il y a des mots, hein, malheureusement, que je ne peux pas dire ici, sinon YouTube va me striker et je vais donner des exemples. Bon, moi, je voulais bien donner des exemples très trash, trop crus pour te faire comprendre, pour t'expliquer ça sur le terrain de manière pratique. Comment se manifeste cette naïveté. Bref, mais bon, je ne peux pas dire tout ici, tu vois. Donc, ce que je vais dire simplement, qui veut d'une femme qui a déjà vécu, qui en a ras-le-bol de la vie, qui a connu un autre homme et ça s'est mal passé. Ils se sont séparés. Le mec s'est barré. Il n'a pas voulu assumer. Imagine le niveau de cynisme de la gonzesse qui a été abandonnée par un homme qui se retrouve seul à élever ses enfants. Imagine un peu le niveau de cynisme, de négativité, de tristesse que cette femme emmagasine dans son subconscient. Et toi, homme, tu arrives là-dedans. Tu as bien compris que le rôle qu'elle va te donner, c'est un rôle juste de manœuvre, en fait. Un pneu de secours émotionnel.
C'est le rôle du compagnon, de pourvoyeur, de beau-père, le gars qui l'accompagne, le gars qui le protège, le gars qui n'aide qu'à monter, tu vois, les étagères, le meuble, fixer ceci, fixer cela. C'est tout, quoi. Voilà. Tu ne serviras qu'à ça. Et de temps en temps, aller au resto, tu vois. L'autre problématique aussi est la charge financière. Quand tu t'aimais avec une femme qui a déjà des enfants, en fait, tu auras plus de charges financières que pour tes propres enfants. Calme-toi, jeune homme, je vais expliquer. Celles, enfin en tout cas ceux qui ont de l'expérience, il y a un phénomène très bizarre, absurde, que j'ai remarqué chez la mère célibataire. Toutes les mères célibataires que je connais. C'est ce phénomène de culpabilité ressenti envers leurs enfants. Ces ressentis poussent la mère célibataire à l'achat impulsif des cadeaux, des jouets, des McDo, des Deliveroo, bref, des biens matériels, de la nourriture, de trucs trop chers qui ne servent à rien. Tout ça dans le but de compenser la culpabilité que ces enfants subissent à cause du divorce, de la séparation, ou bien que les enfants aient à grandir, hein, cette culpabilité que les enfants grandissent sans leur père biologique. Toutes les mères célibataires que je connais en passant de l'Asie, en Europe de l'Est, Afrique, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, toutes tombent dans ces pièges. Attention, hein, attention. Je ne parle pas seulement des enfants. Même, enfin, c'est ce que je veux dire. Je ne parle pas simplement de ces enfants. C'est-à-dire, même les hommes que je connais et mes connaissances, mes amis que je connais, qui ont grandi avec leur mère célibataire. Lorsque, à l'époque, par exemple, je faisais des tournées, des danses en Europe, en Asie, Amérique, pour mes compétitions et autres, tous les danseurs artistes que je connais et avec qui on faisait les tournées, tous les danseurs en tout cas, qui ont été élevés par des mères célibataires, au fait, étaient des hommes trop gâtés. C'était toujours des gars qui avaient, tu vois, les meilleurs baskets, les montres de luxe, les chaînes bling bling, alors qu'ils ne sont pas si riches que ça, tu vois. Ils ont toujours le dernier iPhone, le meilleur console de jeux vidéo, alors que moi, bon, je me contentais que des choses simples, hein, et puis, bon, je n'avais aucun complexe, quoi, tu vois. Même lorsqu'il s'agissait de séduire des filles qui venaient, hein, dans des soirées dansant et autres, c'était toujours des mecs qui séduisaient en cherchant toujours, tu vois, d'appâter, tu vois, des filles par des trucs un peu superficiels, bling bling et autres, par leur statut social, par des histoires des gros mythos que les filles adorent entendre. Et crois-moi, les filles adorent entendre ça, hein, et ça marche en plus. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, de temps en temps, pour des coups d'un soir, d'une bite gauche à droite pour gratter un ou deux, trois culs, oui, ça marche. Tu vois? Et ça marche toujours, hein, tu vois. Ici, je ne dis pas que tous les hommes gâtés sont des hommes qui ont eu des mères célibataires. Faut pas mélanger ici. Je ne parle pas de ça. J'ai dit que en tout cas la majorité, presque tous les hommes qui ont grandi avec une mère célibataire étaient ainsi au fait. Même quand je me souviens, même quand j'étais enfant, quand un nouveau jeu sortait, par exemple, je savais que je n'avais pas les moyens de m'en offrir. Je savais que mes parents n'avaient pas tous les moyens, n'avaient pas les moyens de m'en acheter. Mais c'était OK. C'était OK. Et la vie continuait sans complexe, sans problème. Généralement, mes parents attendaient toujours la fin des séries d'un jeu pour m'en acheter. Ben pourquoi? Parce que ça coûtait moins cher. Quand un jeu atteint la fin de série. Souvent, c'est lorsqu'un nouveau jeu sortait qu'on m'achetait la version précédente. Parce que ça leur coûtait moins cher ou bien parce que il,
Ou bien, en tout cas, ils m'achetaient rien du tout parce qu'ils avaient d'autres projets plus importants que ça. Et moi, cela ne me faisait ni chaud, ni froid. Oui, tu seras frustré un moment après, la vie continue, tu oublies, quoi. Oui, il m'arrivait d'être frustré, ça arrive, mais sans plus ni moins, quoi, en fait. Parce que je savais qu'il y avait toujours un pote. Ah oui, ça aussi. Mon réconfort était aussi parce que si je n'ai pas de jeu, mais je savais qu'il y avait toujours un pote qui sera, il y avait toujours un pote qui était toujours gâté par sa maman célibataire et qui lui offrirait toujours les derniers jeux à la mode et j'irais tous les week-ends chez lui jouer. Ça, pour ça, ça va. J'étais toujours réconforté par ça. Mais sans plus ni moins, quoi. L'affaire était résolue, tu vois. Donc, tu l'auras compris, même quand j'y pense là maintenant, en prenant du recul, je comprends maintenant ce paradoxe. Oui, c'est vrai. Tous les gamins, enfin, pas des, je parle pas des riches ici, hein, mais en tout cas, classe moyenne, pauvre, qui avaient les dernières consoles des jeux, les derniers paires de baskets, Jordan à la mode, les badges des marques, les Timberland, les bling bling, avaient presque tous une maman célibataire. Attention, en Afrique, une maman célibataire est toujours entourée par sa famille, hein. Les enfants de l'oncle, les enfants de ses frères et sœurs, il y a moins d'impact négatif qu'une mère célibataire qu'en Occident. Et euh, enfin, moins d'impact négatif pour que la mère célibataire se retrouve seule. C'est ça que je veux dire ici, au fait. Parce que, à mon époque, en tout cas, la famille de la femme divorcée, en tout cas, y compris même celle du mari divorcé, était toujours là pour aider la maman célibataire à élever l'enfant, à lui enlever un peu cette charge supplémentaire pour qu'elle puisse aller travailler, continuer sa vie, faire enfin, aller remplir son quotidien. Ben bon, maintenant, l'Afrique d'aujourd'hui, aux dernières nouvelles, commence aussi à s'occidentaliser et commence à adopter la dégénérescence de l'Occident. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est malheureux. Donc, avec le recul et des années plus tard, j'ai vite compris que la mère célibataire s'est culpabilisée et elle offrait tout à leurs enfants consciemment ou inconsciemment, mais très souvent inconsciemment, elles se sentaient ou bien elles se sentent mal de la situation où ces enfants, au lieu de grandir dans un environnement normal où papa, maman et les enfants forment la famille, ils vont devoir grandir dans un environnement monoparental. Et de ce fait, elle va gâter ses enfants pour éviter de culpabiliser sur le fait que le père ne soit pas présent, qu'elle soit seule. Elle gâte ses enfants pour éviter les conflits avec eux. Comme tu le sais, de par leur biologie, les femmes n'aiment pas le conflit. Donc, quand le gamin lève la voix ou est triste, la mère célibataire s'empresse de lui acheter un cadeau pour combler sa colère, la tristesse ou l'envie d'avoir quelque chose, en fait, ou quelque chose de son gamin. Voilà le malheur. Tu as par exemple en Occident beaucoup de mères célibataires qui vivent sans l'autorité paternelle avec leurs enfants. Quand leurs enfants deviennent adolescents adultes, elles sont terrorisées lorsque leur enfant gueule, par exemple, lorsque leur enfant se met en colère, parce que c'est presque des hommes là. Donc, dès que l'enfant gueule, elle court vite lui acheter un voyage, un ticket, un cadeau, histoire de calmer ses émotions. Tu vois, cher ami, que euh, en vivant avec une mère célibataire, ici, tu vas contribuer à ses caprices financiers envers ses enfants. Les doudous à 300 euros, les jeux vidéo à 700, 500 euros, les baskets de 200 euros.
les sorties où il faut combler ses caprices de ses enfants. Alors qu'en temps normal, dans un environnement où papa et maman sont là, tu ne feras jamais cela. Avec tes enfants biologiques, tu as une autorité naturelle. Quand ton enfant te dit, achète-moi une PlayStation, tu dis au gamin, non, le prix est excessif. Ça coûte cher. Pourquoi? 500, 700 euros? La famille a d'autres besoins. Nous avons d'autres projets actuellement, donc il faut attendre. Enfin, ça dépend hein, si tu as des moyens ou que tu n'as pas des moyens. OK, si tu as des moyens, tu lui achètes. Il n'y a pas de soucis par là. Mais ici, c'est lorsque tu n'as pas des moyens. Tu es capable de montrer à l'enfant pourquoi est-ce que tu ne peux pas lui acheter cela, tu ne peux pas lui offrir cela aujourd'hui, là, présentement. Et ça ne va pas frustrer, et ça va frustrer personne. Maintenant, imagine une famille de la classe moyenne. Tu touches quoi? 2 000 euros. Et les 2 000 euros, c'est un quart de ton salaire qui va juste pour un jeu vidéo. Tu vois, c'est insensé. Moi, si c'est mon enfant, je lui dis non, tu attends un peu dès que les prix vont baisser et tu ne vas pas me casser quand même les couilles quand même. Hein? Tu attends quand même. Et d'ailleurs, même si c'est mon enfant, hein, naturellement, il sera éduqué financièrement pour comprendre que c'est idiot de délapider de l'argent ainsi pour un passif. Il aura déjà le réflexe de savoir qu'on n'achète jamais une console de jeu à sa sortie. Parce qu'il faut toujours attendre vers la fin des séries, toujours la fin des séries d'un jeu pour en acheter. C'est vers la fin d'une console que tu as les meilleurs jeux vidéo. Parce que les développeurs de jeux ont tellement amélioré les bugs, les irrégularités, les dysfonctionnements pour rendre la console plus performante qu'à ses débuts. Et d'ailleurs, petit conseil, ça ne sert à rien de se jeter sur un produit à sa sortie. Tu es juste victime du marketing et de la propagande. Les marketeurs, les entreprises sortent toujours un produit minimum viable sur le marché. Une fois sur le marché, ce sont les retours clients, les feedbacks négatifs ou positifs qui vont maintenant leur permettre de pouvoir améliorer davantage leurs produits. Tu comprends? Donc, tu te fais avoir au début. Patience, 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 toujours. Donc, pour revenir au sujet, tu comprends que ce n'est pas ici que si ce n'est pas tes enfants, tu n'auras jamais l'autorité de t'opposer aux caprices de tes enfants, aux caprices des enfants de la mère célibataire, alors que le père biologique a l'autorité de faire cela. Non, c'est non. Je n'ai pas les moyens, non. Il faut attendre, non. Voilà, c'est comme ça. Ou bien que ton attitude n'est pas appropriée. Non, ta demande est exagérée un peu. Il faut attendre. OK, bon, maintenant, si tu as les moyens de l'acheter, OK, ben, tu sais que tu vas aller travailler durant les vacances. Comme ça, tu apprendras aussi la valeur de l'argent. Ah, tu veux ça? OK, tiens, travaille. Je te donne un travail à faire. Tant, 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 tant. Dès que tu auras fini ça et que tout sera rangé convenablement, et tu auras quelque chose. Au même moment, tu offres ton enfant un cadeau, un jouet, peu importe. Tu lui offres aussi une leçon de vie. Ça, c'est l'autorité du père, que les femmes n'ont pas, malheureusement. Tu apprends à l'enfant la valeur de l'argent. Même si j'ai le moyen de lui acheter moi, je lui montrerai qu'on n'a rien pour rien. Tout se mérite. C'est comme euh, un père biologique, hein, tu vois. Je parle d'un homme normalement constitué, c'est comme ça il agit. C'est aussi une manière de préparer son enfant pour la vie d'adulte futur. De nos jours, beaucoup de pères ont des enfants, ce qu'on appelle, j'appelle des fashion victims, des virtual reality victims. Voilà, fashion victims ou virtual reality victims. Tu as affaire à des pères qui n'ont aucune vision, aucun leadership pour leurs enfants. Tu as affaire à des pères qui sont juste des donneurs de sperme. Ils n'ont aucune direction de vie pour leurs enfants. Zéro, nada. Ce ne sont juste que des utilitaires. Je parle des pères biologiques. Des pères qui ne savent même pas préparer le talent, découvrir le talent de leurs enfants. Les aider à mieux exploiter, c'est-à-dire aider ton enfant à mieux exploiter ton talent de telle sorte que l'enfant s'épanouisse
vers son accomplissement de vie. Et tu as affaire juste à des donneurs de sperme, quoi, en fait. Juste des géniteurs. Masculinité, zéro. Leadership, zéro. Et il y a même un livre très intéressant que j'ai lu, et je te conseille d'ailleurs de le lire. C'est L'homme manipulé de, est-ce que je l'aime? Oui, Esther Villard. L'homme manipulé. euh, non, it's okay. Euh, Esther Villard. Esther Villard, c'est une médecin et écrivaine argentine d'origine allemande. Dans les années 1970, où la propagande de l'asservissement de la femme, l'accès des femmes au travail ou la maltraitance, la liberté de la femme, bref, toute cette campagne féministe qui faisait rage à l'époque, elle, elle choisit justement cette période pour proclamer le contraire avec de preuves biologiques et de preuves sur la psychologie féminine. Elle disait dans son livre quelque chose et qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs et qui continue encore à me marquer aujourd'hui parce que j'ai repensé à Esther Villa lorsque mon ami Calvin, qui est d'ailleurs un mécanicien automobile, qui m'a sorti une phrase en disant que nous les hommes, nous ne sommes que des... Non, non. Nous, les hommes, nous ne sommes que des accompagnateurs pour nos femmes. Et tu comprends cela lorsque tu as vécu une certaine expérience intense avec les femmes. Et maintenant, pour coller cela, rattacher cela à Esther Villard, qu'est-ce que Esther Villard disait? Esther Villard disait que l'homme, pour la femme, n'est qu'un utilitaire. Nous, les hommes, nous ne sommes utilisés que pour une fin. Dans les jeux des relations hommes et femmes, c'est la femme qui est toujours la gagnante. L'esclave, dit-elle, c'est l'homme. Dès sa jeunesse, on apprend à l'homme, au garçon, à respecter celle qui est sa mère, celle qui sera sa compagne, la mère de ses enfants. La femme se sert de son sexe pour dominer l'homme. Elle satisfait les appétits charnels de l'homme pour qu'en échange, il la nourrisse, l'entretienne et élève les petits de sa femelle. Il faut donc désacraliser la femme, la voir telle qu'elle est, spécialisée dans la prostitution légale, dans l'artifice et la rapacité. Eh oui. Ah, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Esther Villa. Faut pas m'attaquer, moi. La preuve, regarde les comportements des femmes sur les réseaux sociaux. C'est de la prostitution. Quand c'est moi qui l'ai dit, on m'a traité de misogyne. L'homme n'est qu'un utilitaire pour une femme. Maintenant, dans le cas d'une mère célibataire, maintenant, les côtés utilitaires ici, tu les multiplies par 100, par 10 ou par 100. Parce que tu n'es pas le père biologique et tu ne le seras jamais. Donc tu es là que pour monter les étagères, cuisiner, faire les courses, pour lui donner une petite dignité parce que voilà, maintenant elle a un nouveau compagnon, elle n'est pas totalement une mère célibataire. Devant les gens, ça lui donne une crédibilité, ça lui permet de se sentir bien, de se dire que j'ai un homme à la maison. Au fait, de manière générale, l'homme pour la femme, c'est un utilitaire. Oui, oui, je sais. Oui, 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 ne te marre pas ou bien ne te fâche pas, mais c'est comme ça. Ça, c'est une femme qui l'a dit. Et ce n'est pas moi. Donc, ne t'excite pas, calme-toi, avale la pilule rouge. C'est comme ça, c'est la vie, on fait avec. De toute façon, tous les hommes savent, mais on fait avec. Le livre d'Esther Villa a fait énormément de boucans. Ça a créé de la controverse. Ça a donné une gifle féministe. Elle a fait ses analyses, recherches et elle a sorti des statistiques qui montrent que ce sont les hommes
qui meurent à la guerre plus que les femmes. Ce sont des hommes qui font les emplois les plus difficiles, les travaux les plus difficiles. Ce sont eux qui sont sur le chantier. Les accidents mortels de travail, c'est plus les hommes que les femmes. Et tous ces sacrifices, dans le but de nourrir sa famille, dans le but de nourrir la femme et ses enfants. Les hommes, dans la société, ont toujours été là pour servir les femmes. D'une façon générale, c'est un fait avéré. Hein. De toute façon, tous les hommes savent. Voilà. Nous ne sommes là que pour faire les sacrifices pour l'avenir de nos femmes et de nos enfants. Tu n'as pas besoin d'apprendre cela à un homme. On le sait, c'est instinctif. Mais dans le cas d'une mère célibataire, dans le cas où tu n'es pas le père biologique, tu multiplies le côté utilitaire par 10 parce que tu ne sers qu'à ça. Tu ne transmets même pas tes gènes. Ce qui est d'ailleurs un autre inconvénient. Je vais pouvoir le dire ici. Et je vais pouvoir le dire ici. D'ailleurs même que j'aurais dû commencer par ces points qui est d'ailleurs plus important. La question de la transmission génétique. Oui! Surviving is winning, Franklin. Everything else is bullshit. Fairy tales spun by people afraid to look life in the eye. Whatever it takes, kid. Survive. Parce que quand tu te lances avec une mère célibataire, il faut aussi se poser la question de la transmission. Dis-toi qu'en faisant cela, tu vas faire le sacrifice, mais sans en tirer aucun avantage. Parce que, soyons objectifs, avoir des enfants, c'est un sacrifice. Ça coûte cher, c'est difficile. La vie d'un homme change déjà une fois qu'on devient père. Ce n'est plus comme avant. Ce sont des responsabilités énormes. C'est un autre niveau de responsabilité avec ses difficultés, mais aussi avec ses avantages et ses plaisirs. C'est comme ça la vie. C'est un plaisir d'avoir des enfants. C'est une expérience formidable. Et la seule raison pour laquelle on le fait, c'est qu'en échange, on transmet ces gènes. Ces enfants qui sont de toi, pour lesquels tu te sacrifies, pour lesquels tu travailles énormément de manière acharnée, c'est les tiens. C'est ton sang. C'est tes os, c'est ta chair. Et c'est ta porte vers l'immortalité. Ils auront peut-être ton visage, tes yeux. Quand tu verras tes enfants courir, tu te reverras. Peut-être toi-même en train de courir quand tu avais 2 ans, 5 ans, 10 ans. Quand tu étais un petit gamin innocent, tu voudras le protéger, l'aimer. C'est une copie en miniature de toi. C'est une version de toi. Et c'est pour cette raison, et c'est pour uniquement cette raison que tu acceptes le sacrifice. C'est que tu payes en fait. C'est que tu payes en fait quand tu élèves tes enfants, et je te rappelle que ça coûte très cher, c'est le fait d'élever un enfant jusqu'à l'âge adulte. Et plus encore, tu veux lui donner le meilleure chance de réussir parce que ce sont des gènes. C'est ça que tu payes en échange. Parce que c'est une photocopie de toi qui se transmet de génération en génération. Et la seule raison pour laquelle on le fait est que c'est notre porte vers l'immortalité. Et même, je crois même, il y a un livre, Le gène égoïste de Richard Dawkins, où il explique l'idée selon laquelle selon laquelle ce sont les gènes qui te définissent et ce sont ces gènes qui deviennent immortels en fait. Les gènes que tu portes sont les mêmes gènes qu'avaient tes ancêtres il y a des centaines de milliers d'années. On porte en nous les gènes immortels qui passent de génération en génération. Donc, donner la vie, avoir des enfants, c'est une façon de devenir immortel. On perpétue la mémoire, les rituels, les traditions de nos arrière ancêtres.
Et entre parenthèses, malheur au peuple qui a renié le culte de ses ancêtres, la mémoire de ses ancêtres pour embrasser quoi? Un autre culte, une autre culture qui n'est pas la sienne. Vous êtes des maudits, hein. Je l'ai dit, hein. Vous êtes des maudits. Et la nature va s'occuper de vous, hein. Bon, je ferme la parenthèse, je n'accuse personne. Donc, sais-tu, même quand tu demandes à un homme, hein, dans ses vieux jours, quelle a été sa fierté? Il dit toujours de suite que ce sont les enfants. Et je parle d'un homme normalement constitué, hein. La fierté, ce sont les enfants. Les hommes sont fiers de voir leurs enfants réussir leur vie. Donc, les enfants sont une version de nous qui va continuer à exister après nous. Voilà l'explication derrière l'immortalité. Et face à ces faits accomplis, quand tu es avec une mère célibataire, tu es avec une mère, comment dirais-je cela de manière simple. C'est-à-dire, tu es avec les enfants qui ne sont pas les tiens. Donc, tu n'auras pas cette immortalité. L'immortalité, tu ne l'auras pas. Tu ne l'as pas du tout de toute façon. Tu as toutes les emmerdes de la paternité sans en tirer aucun avantage. Les enfants ne te ressemblent pas, ils n'ont pas ton caractère. Déjà, c'est impressionnant, tu sais, pour ceux qui ont des enfants, parfois, tu vois la façon spectaculaire dont se transmettent les gènes. C'est impressionnant de voir ça, hein. Tu as ton enfant qui a peut-être qui a la bouche de sa mère, il a peut-être ton front, la forme du visage de sa maman, ta tête, les yeux de sa mère, et il a peut-être une combinaison du père et de la mère, les pommes de la joue qui te ressemblent. Bref, quand tu regardes l'enfant, tu vois que c'est toi. C'est ton toi tout craché, au fait. Tu vois tous les traits qui te ressemblent. Tu vois que c'est un truc que tu as produit. Forcément, il y a une connexion naturelle qui se crée. Il y a une chimie qui se crée. Tu te reconnais, c'est-à-dire tu reconnais l'odeur, tu reconnais les phéromones, tu reconnais la chimie de ton corps. Ce sont des choses qui se passent au niveau de l'inconscient. C'est un attachement très fort, hormonal et physique qui se passe. Et c'est la nature, c'est l'évolution qui l'a voulu ainsi. C'est justement pour qu'on protège les enfants que l'évolution a créé ces liens chimiques et biologiques extrêmement forts. Sinon, avec toutes les emmerdes, connaissant la paresse des êtres humains, on allait vite s'en débarrasser, tu vois. Mais cette chimie, cette biologie, ces phéromones font que nous sommes très attachés inconsciemment afin de permettre la perpétuation de l'espèce humaine. Et ces liens, c'est des liens dont je parle, le lien là en question, tu ne l'as pas avec un enfant qui n'est pas le tien. Et ce que tu fais au fait, en devenant justement beau-père, c'est élever la descendance d'un autre. Et pour extrapoler et sortir du sujet, dans une autre vidéo, j'expliquais pourquoi l'infidélité est inacceptable aussi pour un homme. Parce que quand il y a tromperie, un homme n'accepte jamais l'infidélité parce que le prix de la tromperie pour un homme est très élevé, contrairement à une femme qui peut le supporter si elle te considère comme son premier choix. Pour un homme, l'infidélité veut dire que la femme lui refuse l'accès à l'immortalité. Et secondo, elle prend le risque de tomber enceinte d'un enfant qui n'est pas le sien et qu'il se verra dans l'obligation d'élever cet enfant avec tous les sacrifices qu'il y a à faire. Voilà comment résonne l'infidélité pour un homme. Et tout se passe à un niveau inconscient. On le ressent, mais on ne sait pas souvent l'expliquer. Tout ce que l'homme fait, c'est d'être jaloux, violent, péter les plombs, essayer de condamner l'acte en utilisant la morale, malheureusement. Mais qu'est-ce qui explique ce ressenti de jalousie, de colère, de douleur? C'est ça, justement. C'est la biologie qui nous donne l'explication. Tu vas devoir supporter la charge, le sacrifice des gènes d'un autre homme
avec qui la femme t'a rendu cocu. C'est-à-dire, il y a un risque que ta femme rende immortel les gènes d'un autre homme que toi. Et toi, tu n'auras rien, tu n'auras zéro. Zéro transmission, zéro continuité, zéro immortalité. Finalement, tu deviens un cocu parce que tu vas payer cher pour que la génétique d'un autre homme se perpétue. Voilà pourquoi l'homme devient fou lorsqu'il apprend que les enfants de lui, que ses enfants, les enfants de lui, euh, ou bien qu'il apprend que ses enfants ne sont pas de lui, ou bien qu'il a été trompé lorsqu'il élève un gamin qui n'est pas le sien ou d'un autre. C'est très violent pour un homme. C'est inné chez nous, c'est comme ça nous les hommes, c'est comme ça on ressent cette rage en fait. Et dans cette problématique des transmissions des gènes, et je parle de biologie, mais du point de vue éthique, ça c'est autre chose. Tu peux très bien élever un enfant qui n'est pas le tien et avec qui tu auras des liens forts, qui va t'aimer énormément, qui va avoir de la gratitude pour toi, du fait de l'élever comme si c'était ton enfant. Ça, c'est OK. Mais sur le plan de l'évolution, de la biologie, ça ne change rien sur le fait que, sur ce que tu es en train de faire, en fait. C'est simplement de payer une porte vers l'immortalité pour une autre personne, un autre homme que toi. Il y a aussi des cas où tu ne peux rien faire, par exemple. Il y a des situations, des cas où tu ne peux rien faire. Lorsque tu es en train de fréquenter une mère célibataire. C'est le cas où, par exemple, l'homme est stérile. Tu ne transmettras rien. Donc, adopter te permet d'avoir une famille spirituelle. C'est tout à fait, quand tu es stérile, OK, tu peux fréquenter, sortir avec une mère célibataire, c'est OK pour toi. De toute façon, tu ne peux pas avoir de descendance biologique. Donc, adopter est un acte louable. Tu te mets avec une femme qui a des enfants et tu les adoptes. Tant mieux pour toi. Il y a même des cas où une connexion très forte s'est créée avec les enfants qui ne sont pas biologiques à toi. Tout se passe très bien, c'est OK. Et des fois même, le beau-père peut décider même de léguer un héritage à ces enfants-là. Donc, dans ce genre de situations, je pense en tout cas qu'il y a même des formalités juridiques à faire hein, dans le cas dans le cas de transmission d'héritage et autres. Pour ça, je trouve que c'est un acte louable. Le deuxième cas où s'associer avec une mère célibataire est acceptable, c'est le cas de famille récomposée. Donc, toi, par exemple, tu as des enfants et tu es séparé, donc tu es père célibataire et tu vis avec une mère qui, elle aussi, a des enfants. Ben, ces schémas-là, c'est très intéressant parce que vous êtes déjà sur la même longueur d'onde de phase de vie. Vous avez les deux traversé la même chose. Vous avez une vie, des compagnons, vous vous êtes séparés, vous avez eu les mêmes expériences, vous avez vécu les mêmes traumatismes. Hein, dans le cas des divorces, séparations difficiles, même expérience, même des paternités, maternités et autres. Donc, vous avez déjà élevé vos enfants, vos propres enfants, et vous vous mettez maintenant ensemble dans le cas d'un projet familial. Toi, tu ramènes tes enfants, elle ramène ses enfants, et vous reconstituez une famille. Généralement, ça marche. Pourquoi? Parce que toi, tu as la transmission biologique qui est déjà assurée. Tu as des enfants. Tu ne te mets plus dans une situation bizarre où tu vas élever gratuitement sans transmission l'enfant d'un autre. Tu reconstitues une famille après avoir transmis biologiquement. Et ça peut marcher. Et en plus de ça, tu donnes aussi une relation équilibrée parce que tu n'es pas le seul à donner. Tu vois. Donc, dans le contexte où toi aussi, tu as un enfant, enfin, tu as ton enfant ou bien tes enfants, et qu'elle aussi, elle a ses enfants, tu vois que la relation est équilibrée parce que tu t'occuperas
de ses enfants, mais elle aussi s'occupera des tiens. On ne parle pas d'une relation à sens unique. Donc, quand tu es mère célibataire, tu es le seul. Tu rejoins une mère célibataire, tu es le seul à donner. Tu comprends ce que je veux dire? Elle, en retour, comme tu n'as pas des enfants, elle n'a rien à faire. Elle va continuer à s'occuper de son gosse comme elle le faisait avant. Mais quand toi aussi tu viens avec tes enfants ou ton enfant, eh ben, tu donnes, mais elle aussi donne en retour. Cela se traduit par je vais m'occuper de tes enfants, je vais leur donner une dignité, un père qui n'a pas été là ou bien qui n'est pas là ou bien qui ne s'occupe pas d'eux. Je vais représenter cette figure d'autorité à la maison pour leur direction de vie et autres. Mais toi aussi, pour mes enfants, tu vas faire le travail. Tu vas représenter cette mère absente. Tu seras leur réconfort émotionnel. Tu seras l'architecte de l'unité familiale. Tu seras la mère qui prend soin de toute la famille sans distinction biologique ou bien même sans privilégier tes enfants par rapport aux miens. C'est OK, ça passe, c'est magnifique. Donc, tu comprends que le contexte des familles recomposées est un schéma gagnant-gagnant. Si moi, je me retrouve seul avec des enfants, cela ne me dérangerait pas de sortir avec une mère célibataire. On reconstituera une famille ensemble. Mais bon, après avoir beaucoup réfléchi, bien sûr. Hein. Voilà, pour moi, pour le moment, les deux cas où se mettre avec une femme célibataire ne pose pas vraiment de problème, tu vois. Et si tu penses qu'il y a autre cas que j'ai publié ou bien que j'ai oublié de mentionner, eh ben, dis-les-moi dans les commentaires. Dis-le-moi dans les commentaires. Oui! Surviving is winning, Franklin. Everything else is bullshit. Fairy tales spun by people afraid to look life in the eye. Whatever it takes, kid. Survive.